Alors, officiellement, bonjour, bonjour tout le monde. Je déclare officiellement l'incubateur de littérature numérique dans la francophonie canadienne ouvert. Alors, bienvenue tout le monde. Certainement, il y a des gens qui vont se brancher progressivement. Donc, on va laisser entrer les gens dans la salle. On leur souhaite la bienvenue. Mais comme on a un compteur et un programme assez chargé, euh, je commencerai je commencerai par un petit mot d'ouverture. Donc, j'ai déjà parlé un peu aux gens qui étaient ici, qui sont connectés un petit peu avant. Euh, Ici, mais en fait, Topo, qui organise l'incubateur de littérature numérique, est un organisme structuré comme centre d'artistes qui a fait son entrée dans les arts numériques et la littérature numérique en 1998 avec la, la mise en ligne d'un photoroman interactif. Et c'est sur cette base-là que, on a commencé à entreprendre, à poursuivre l'exploration du récit interactif à travers une multitude de projets euh, qui ont exploré diverses facettes de la création numérique, essentiellement, mais autour de ce qu'on a décrit comme les nouvelles narrativités. Donc, au carrefour des arts visuels, des médias et des nouveaux médias maintenant qui sont beaucoup moins nouveaux parce que même si bon, on les connaît maintenant, là, on ne parle plus de nouveaux médias, on parle beaucoup plus d'art numérique, mais les arts numériques englobent une diversité de pratiques, évidemment, et le récit interactif comme tel s'articule autrement, ça peut aller à travers différentes stratégies de jeu, c'est aussi dans l'espace, à travers les écrans, beaucoup évidemment, les appareils mobiles, euh, pour la scène, donc c'est extrêmement vaste. C'est vraiment pas un champ. Nous, on a une vision vraiment qui est vraiment pas limitative des pratiques de la littérature numérique sur comment ça s'articule. Alors, donc, on a ouvert, en fait, on a déjà fait plusieurs formations à Topo autour de la littérature numérique et souvent, on invite des gens à partager leur expérience et à donner des exemples de projets qui peuvent être inspirants et afin de montrer comment aussi les projets ont été réalisés. euh, c'est une façon d'explorer en fait une diversité de, de, de champs de pratique où la littérature numérique peut s'exprimer. Et à partir, en fait, on pense qu'en s'inspirant de ces diverses initiatives, ça peut donner des idées pour aller plus loin et ça peut favoriser des collaborations. Un des objectifs de l'incubateur de littérature numérique, c'est de favoriser des collaborations et potentiellement, on verra au cours de l'événement, mais euh, si on peut, en fait, on souhaite favoriser des collaborations et potentiellement lancer un appel de projet pour soutenir des projets euh, dans une phase de production en collaboration avec les différents partenaires de la francophonie. Parmi les partenaires qui ont appuyé la démarche, et on en a plusieurs qui vont présenter aujourd'hui, et notamment le Ariane Savoie du Festival Fry, où je suis allé en avril dernier et où j'ai rencontré Paul Bossé, qui est le co-animateur des webinaires et qui va pouvoir apporter une perspective acadienne sur le projet. Ce projet, je le rappelle, qui est financé par le ministère de la Culture et des Communications du Québec dans le cadre de la stratégie de déploiement numérique. Et vous mentionne que la présentation est enregistrée, alors pour diffusion ultérieure. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, ben, vous pouvez désactiver votre caméra.
Alors, je passerai peut-être la parole maintenant à Paul Bossé, qui est présent dans toutes sortes d'organisations à Moncton et plus largement en Acadie. Alors, à toi la parole, Paul. Alors, bonjour tout le monde. Alors, moi, c'est ça, je m'appelle Paul Bossé. Je suis un artiste, comme tout le monde en Acadie, tout le monde est pluridisciplinaire. Avant, on disait multidisciplinaire, mais maintenant, je pense que c'est plus pluri. Alors, c'est ça, je suis poète, cinéaste, dramaturge, et des trucs. Mon plus récent livre, c'est celui-ci, Tous les tapis roulants mènent à Rome, un essai sur la crise, la polycrise climatique et la fin du monde, qui est sorti en 2023. Et je vais vous avouer tout de suite que moi, je suis un imposteur. Je sais pas si c'est pour ça que Michel m'a choisi, mais je suis un imposteur et je me vois un peu comme quelqu'un qui est un journaliste embarqué un petit peu. Parce que moi, je suis pas. C'est sûr que je connais la littérature numérique, le numérique et tout ça, mais je suis quelqu'un qui s'est. Je me considère comme l'homme obsolète. C'est d'ailleurs un projet que j'avais fait en 2008 à la ville de Québec. Et puis, c'est ça, moi, j'ai pas de téléphone cellulaire. Je vais pas sur les réseaux sociaux. Je me méfie depuis que je suis petit de l'intelligence artificielle. Mais, et en dit cela, je suis quelqu'un qui est fasciné par toutes ces choses-là. Puis justement, moi, j'ai été élevé dans la science-fiction. Star Trek a changé ma vie. Le vieux Star Trek, là, avec Kirk et Spock, a changé ma vie quand j'étais en grade 7, quand j'avais 12 13 ans. Alors, je suis vraiment comme quelqu'un de science-fiction. Alors, ça fait toute ma vie que je lis et je pense aux intelligences artificielles, puis aux robots, puis aux lois, les lois d'Asimov et tous ces trucs-là. Mais en vieillissant puis en grandissant, je vois qu'est-ce qui est en train de se passer. Puis surtout depuis, il y a depuis que l'Internet est là, mais aussi les téléphones intelligents. Et maintenant, depuis 3 ans, là, on est maintenant dans la nouvelle époque des intelligences artificielles. Alors, je suis quelqu'un toutes ces choses-là me font vraiment très, très, très peur. En plus, tantôt, je vais vous montrer mon livre. Moi, ça fait des années aussi que j'ai très peur de la crise climatique et le dépérissement du monde moderne. Et je pense que toutes ces choses-là sont reliées entre elles. La crise climatique, la montée de l'intelligence artificielle, l'artificialisation du monde et l'artificialisation de l'être humain aussi. C'est des choses qui m'intéressent beaucoup. L'intelligence et la stupidité aussi, c'est une dichotomie que je trouve qui est vraiment importante parce que tout de suite, on est en train d'assister à une espèce de, je sais pas, l'ensauvagement de la pensée. Parce que maintenant, c'est comme, il y a juste, les gens se parlent même plus, c'est juste camp A, camp B ou un et deux. Tout est très binaire maintenant. C'est peut-être qu'on est en train de virer numérique, mais c'est binaire, c'est juste oui ou non, j'aime pas. Et puis, notre cerveau est en train de payer le prix pour cette espèce de notre adulation de la technologie. Alors, moi, c'est ça, tout de suite, je me sens comme si on était en guerre. On est en guerre contre la nature, ça fait longtemps, mais là, tout de suite, on est en train de vivre une guerre culturelle qui est vraiment, ça se passe très mal. On voit qu'est-ce qui se passe au sud du Canada, mais c'est au Canada aussi, à l'ouest surtout, mais il y en a à Moncton aussi, puis il y en a à Montréal, là, des Cro-Magnons. Euh, alors, c'est vraiment comme, c'est ça, moi je trouve que les enjeux sont vraiment, vraiment, vraiment importants. La culture est devenue très importante. Puis maintenant, on fait de la culture, puis oui, on peut divertir, puis faire des trucs comme ça, mais c'est plus que ça maintenant. C'est vraiment, on est en train de lutter pour l'avenir de l'espèce. On est en train de lutter pour garder notre cerveau. On est en train de lutter. Tous les trucs que j'ai lus à propos dans la science-fiction et que j'ai vus sur Star Trek sont tout en train d'arriver. Et alors, c'est vraiment comme watch out. Alors, je suis ici, comme je dis, pour observer tout ça. Puis au fil des semaines, I guess que je vais être moins obsolète. Alors, je pourrais peut-être être plus high-tech. Mais pour l'instant, c'est ça, je suis un Luddite Cro-Magnon un peu. Puis c'est ça. Mais en fait, on œuvre aussi à la protection, au développement d'activités positives
Alors, pour contrer justement la disparition des espèces qu'on constate sans avoir besoin de beaucoup d'études scientifiques. Alors, je passerai la parole tout de suite à à Jessie Dumais de la Fédération canadienne culturelle française, euh, alors qui va nous dire quelques mots. Ben oui, bonjour tout le monde. Je suis relativement nouvelle à la Fédération canadienne culturelle française. Donc, ben, juste avant, j'imagine que vous êtes familier avec la FCCF, comme on nomme pour les intimes, mais quand même pour ceux et celles qui connaissent pas, euh, ça va me faire plaisir de vous parler de notre organisme. Je vais vous partager mon écran parce que j'ai préparé un petit support comme ça. Voilà, ici. Donc, c'est ça. En fait, juste pour me présenter un petit peu plus, puisque je suis nouvelle au sein de l'équipe, moi, ça fait presque 17 ans que je travaille dans le milieu des arts vivants. J'ai porté plusieurs chapeaux, notamment au niveau de la production de spectacles en théâtre et aussi diffusion de concerts, logistique de festivals, organisation de tournées. Vraiment, ben, on est pluridisciplinaire, comme, comme Paul le mentionnait tout à l'heure. J'ai passé 10 belles années à Vancouver où je me suis beaucoup investie dans la communauté francophone là-bas. Puis d'ailleurs, c'est ce qui me donnait envie aujourd'hui de m'impliquer à la FCCF puis de pouvoir contribuer à plus grande échelle. Fait que je suis revenue au Québec récemment, puis j'ai complété un DESS en gestion des organismes culturels à HEC Montréal. Ce qui me permet vraiment aujourd'hui là, de combiner mon expérience qui était plus terrain auparavant avec une vision un peu plus stratégique aujourd'hui qui m'est fort utile, je vous dirais, pour le développement des partenariats. Donc, c'est un peu mon rôle à l'accélérateur TADA, c'est d'accompagner les organismes dans leurs projets, de faciliter la collaboration puis l'échange des expertises, puis aussi, ben, naturellement, de mettre en valeur la francophonie canadienne. Bon, là, il y a beaucoup de textes là-dessus. Je me suis un peu emportée. Je m'excuse. Vous n'avez pas besoin de tout lire. Mais pour ceux et celles qui connaissent pas la Fédération culturelle française, en fait, on œuvre depuis 40 ans à valoriser les arts et la culture dans la francophonie canadienne et acadienne. L'organisme a été fondé en 1977 à Winnipeg, mais le siège social est maintenant basé à Ottawa. Donc, on agit comme porte-parole. Ben, je vais vous passer cette slide-là rapidement, là. On agit comme porte-parole pour nos 22 membres. Juste pour vous donner une idée ici, en fait, nos membres, c'est 7 organismes sectoriels nationaux, 14 conseils provinciaux territoriaux, puis une alliance de 3 diffuseurs qui comprend le réseau des grands espaces, le réseau Ontario, puis Radar. Donc, on est vraiment reconnu comme voix politique du secteur culturel en francophonie hors Québec, puis on travaille en concertation avec tout notre réseau pour défendre les intérêts artistiques et culturels de nos membres, renforcer les partenariats, puis soutenir l'innovation. Euh, Comme je le mentionnais plus tôt, l'accélérateur TADA, en fait, c'est une des initiatives de la FCCF qui est financée par le ministère des Langues françaises. Donc, notre mission, c'est d'offrir un accompagnement sur mesure aux organismes culturels en francophonie canadienne et au Québec. Plus concrètement, notre offre de services vise à faciliter le partage puis la mise en relation, à développer des partenariats stratégiques entre le Québec et la francophonie, puis aussi à aider les organismes là, pour développer un portefeuille de financement qui est adapté aux besoins de chacun. On essaie vraiment de cibler les bons programmes de subvention. Euh, nos actions sont déployées autour de 2 grands axes. Donc, il y a la mise en mouvement de la culture des données. Donc, on œuvre vraiment dans le champ du numérique. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, en partie. Et dans le fond, on veut soutenir la transformation numérique des organismes en travaillant notamment sur la découvrabilité des contenus culturels en français. Puis la circulation des expertises culturelles à travers le pays, dans le fond, un petit peu plus sur le terrain organisationnel, par exemple. Donc, on accompagne les structures culturelles dans leur développement interne, puis les pratiques collaboratives. Euh, Oups, ça va trop vite. C'est ça. En 1923, le ministère de la Culture, des Communications du Québec ont lancé leur programme de développement culturel numérique, qui visait notamment à soutenir la découvrabilité puis les contenus culturels en français, ben, francophone, je dirais, puis le développement des compétences numériques. Là. Je pense que tout le monde est un peu familier avec ce programme-là aujourd'hui. Donc, l'accélérateur TADA a eu la chance d'appuyer en 2023 3 projets
sur les 10 revenus. Puis en 2024, là, c'était notre la deuxième édition. C'est 5 projets que nous avons appuyés, dont 8 qui ont été retenus, incluant justement l'ILINI. Donc, on est vraiment content. C'est grâce à ce partenariat-là entre Topo et ben, la francophonie canadienne. Donc, on est content de pouvoir faire le pont entre tout ça. Puis, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour le lancement de cette deuxième édition de l'incubateur de littérature numérique. Si jamais vous voulez rester en contact ou me contacter pour vos projets, n'hésitez pas. Vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn avec le petit QR code ici. Voilà. Merci beaucoup, Jessie. Pour te contredire, en fait, non, il y a beaucoup d'organisations qu'on ne connaît pas. Et un des objectifs de cette rencontre inaugurale et de donner la voix aux partenaires, c'est justement de faire connaissance puis d'élargir justement notre connaissance des divers milieux euh, à l'extérieur, en tout cas de mon point de vue, à l'extérieur du Québec. Euh, Évidemment, j'ai une connaissance aussi du Canada, mais finalement pas si complète que ça. Et maintenant, je transférais la parole à Nouradine Annie du regroupement des éditeurs du Manitoba. Alors, pardon, non, non, excusez-moi, du regroupement des éditeurs Oui, franco-canadiens. Excusez-moi. franco-canadien. Ouais. Euh, non, pas de problème. Bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à ce webinaire sur la littérature et l'édition numérique. Donc, je m'appelle Noureddine Ani, je suis responsable de la promotion et des services aux membres au sein du regroupement des éditeurs franco-canadiens, plus connu sous l'acronyme REFC. Euh, Sans plus tarder, je vais partager une petite présentation. C'est une petite seconde, je dois juste peut-être la préparer. Elle est où? Voilà, donc je vais la mettre. Très bien. Donc, je passe rapidement au contenu. Au cours des prochaines minutes, nous découvrirons qui est le regroupement des éditeurs franco-canadiens, qui sont nos membres, quelles sont nos missions et comment on contribue à l'essor du livre francophone à l'ère du numérique. On terminera par un petit mot de nos membres. Commençons sans plus tarder par une brève introduction du RFC. Oui, Donc, je c'est voudrais un juste dire, organisme. pardon, je Oui. voudrais juste te couper. Je crois qu'il y a un pop-up à l'écran en ce moment. Je ne sais pas si tout le monde le voit ou c'est juste moi, mais ça dit, oui, Ouais, faire continuer le continue le partage. partage. Oui. Un gros C'est parce que merci. j'ai deux écrans comme j'essaie de me focaliser sur le caméra, mais là, ça a disparu, n'est-ce pas? Oui, tout est beau, merci. Très bien. Donc, je disais que le regroupement est un organisme fondé en 1989 pour regrouper les maisons d'édition d'expression française qui sont actives en dehors du Québec. Il s'agit d'une association à but non lucratif qui réunit aujourd'hui 16 maisons d'édition réparties tout au long du Canada de l'océan à l'autre. Le siège social est basé à Ottawa. On offre à nos éditeurs membres un espace de collaboration pour unir leurs ressources et leurs efforts. Et bien évidemment, indirectement, on vise à toucher bien sûr aussi les auteurs, les lectrices et lecteurs et les partenaires institutionnels qui gravitent autour du livre français au Canada. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, nous avons 16 membres répartis au Canada, Ancrage, Apprentissage illimité, Dublé, Bouton d'Or, Acadie, David, Interline, La Grande Marée, Nouvelle Plume, Pacifique Nord-Ouest, Personnage, Prise de Parole, Terre d'accueil, Presse universitaire Saint-Boniface, Presse universitaire d'Ottawa, Vidacom et David. Euh, les trois missions principales du RFC, conformément au plan stratégique, sont au nombre de trois. D'abord, il y a la promotion et la commercialisation de la littérature franco-canadienne. Donc, le RFC œuvre à faire rayonner les œuvres et les auteurs franco-canadiens partout au pays, par l'organisation de stands collectifs dans les salons du livre, par la publication de catalogues, la présence aussi
dans les librairies, les écoles, les bibliothèques, etc. Et aussi à l'international via les plateformes Ingram US et Ingram Europe. Cela passe aussi par des campagnes de promotion dont l'objectif est de sensibiliser le public à la richesse de la littérature franco-canadienne et de stimuler les ventes. La deuxième mission, c'est la représentation, c'est-à-dire pour défendre les intérêts de nos membres. Le RFC représente ses membres auprès des pouvoirs publics et des partenaires de l'industrie du livre. Le RFC mène des actions de représentation politique pour faire valoir les besoins spécifiques des éditeurs en milieu minoritaire et on siège également dans des comités et des tables de concertation du milieu du livre afin de défendre les intérêts des éditeurs et de la bibliodiversité francophone. La troisième mission, c'est la consolidation, c'est-à-dire le soutien aux membres, le soutien à nos membres. Donc, le regroupement, il mutualise les efforts de diffusion et de distribution. En parallèle, on offre des services de perfectionnement professionnel à nos membres pour renforcer leurs capacités à travers l'accompagnement, à travers la formation et aussi le conseil. Donc, comment le RFC contribue à la littérature numérique? Donc, essentiellement, l'une des contributions les plus concrètes et structurantes dans le domaine numérique, c'est la mutualisation des coûts de conversion des livres en format numérique accessible, EPUB. Donc, le RFC prend en charge 65% des coûts d'adaptation, ce qui permet aux éditeurs d'adapter plus de titres et d'alléger cette catégorie de dépenses euh, parce que pour nos membres, l'idée c'est que la conversion des livres en format numérique représente parfois des coûts considérables. Donc, grâce à ce service, le RFC assume 65%. Il s'agit là d'un modèle collectif qui favorise la standardisation des pratiques, la qualité des fichiers aussi, et une meilleure découvrabilité des titres. Et le résultat, elle est palpable. Donc, nous avons présentement des centaines de titres franco-canadiens qui sont disponibles en format numérique accessible et diffusés à large échelle. Alors, pour ne pas abuser du temps qui m'est comparti, donc je vais diffuser une petite vidéo qui a été faite à l'occasion de la publication d'un carnet livre franco-canadien. C'est une vidéo qui représente un peu le RFC et ses missions. Le Canada a deux langues officielles, mais au-delà de la langue, il y a des voix, des histoires, des accents qui chantent la diversité. Dans les communautés francophones en situation minoritaire, les Français prennent 1000 couleurs. Au regroupement des éditeurs franco-canadiens, nous faisons rayonner une littérature vivante et enracinée dans la diversité de notre pays. Nos membres, ce sont des maisons d'édition francophones situées là où le français est en situation minoritaire, là où parler, lire et publier en français devient un acte de persévérance. La grandeur du Canada pose certains défis, notamment celui de faire circuler nos livres dans chaque région pour qu'ils puissent se retrouver entre vos mains. Mais c'est un défi que nous relevons avec passion. Il y a plus de 50 ans, les éditions du Blé ont semé les premières graines dans le sol fertile du Manitoba francophone. Des graines de mots, des graines de mémoire, de révolte douce, de rêves tenaces. Pionnières, nous avons tendu l'oreille aux voix pour qu'elles sortent du silence. La vocation est de publier en français des livres qui témoignent de la richesse, de la vivacité et de la singularité des littératures de l'Atlantique. Et donc ça comprend les littératures acadiennes, mais aussi francophones et autochtones. Et on travaille très fort à les faire rayonner partout au Canada. Et ça contribue justement à faire en sorte que les récits et l'héritage acadien soient connus un petit peu partout dans la francophonie. Écrire, illustrer, publier et imprimer au Canada, que ce soit à partir de Moncton en Mi'kmaq, Acadie, ou à partir de Vancouver, c'est planter l'avenir de notre belle langue dans toutes ses variantes, un livre à la fois. Ces auteurs et autrices nous partagent leur talent à travers des romans adultes, jeunesse, des essais littéraires, du haïku.
Donc, des publications très variées et diversifiées qui reflètent justement la richesse et le talent des auteurs et des autrices de la francophonie canadienne. Les auteurs et les autrices sont les meilleurs pour faire apparaître le Canada et de se raconter pour qu'ensuite on apprenne à se connaître. Très important d'apprendre à se connaître en francophonie tous ces congrès, tous ces salons nous permettent de parler et de se raconter. De fait, les livres sont un formidable outil de dissémination de nos histoires et de notre imaginaire. Ils ont le potentiel de voyager à travers le monde et de perdurer dans le temps. Par son engagement à soutenir l'excellence littéraire par la publication de livres, l'Interligne devient un maillon entre les autoristes et les communautés francophones du Canada et d'au-delà. Nous ne restons pas les bras croisés. Nous vous invitons à découvrir notre cahier Livres franco-canadiens, un bouquet d'histoires et de perspectives disponible dans les 2 langues officielles pour que francophones et francophiles d'un océan à l'autre puissent découvrir nos histoires. Chaque action compte pour soutenir notre littérature, à la rendre visible et accessible. Ensemble, nous construisons un espace littéraire où chaque voix peut faire écho. En ce Journée nationale des langues officielles, célébrons notre français pluriel et soutenons celles et ceux qui le font vivre, un livre à la fois. Le Canada a... Donc voilà, je ne veux pas plus attarder par rapport au temps qui m'a été imparti. Donc ça, ce sont mes coordonnées. Je reste à votre disposition. Vous pouvez aussi m'ajouter sur LinkedIn. Et puis, je vous remercie pour m'avoir donné cette très belle occasion de partager avec vous le rôle du RFC dans le paysage de la littérature franco-canadienne. Merci. Merci beaucoup, Noureddine. Je pense que en fait, moi, je ne connaissais pas toutes les actions que vous faites, notamment pour appuyer la numérisation des titres. Je pense que l'enjeu de la diffusion est un enjeu important pour les éditeurs de la francophonie canadienne. Il y a des problèmes de distribution, je pense, qui sont, Absolument. qui sont certainement là. Puis je pense que la diffusion du livre numérique permet justement Pour pallier. Exactement. la diffusion. Merci d'avoir souligné cet aspect-là. Alors, j'inviterai maintenant Bertrand Naillet. Est-ce que, Bertrand, moi, je ne vois pas vraiment toute la liste des participants. Alors, si Bertrand, alors, sinon, ben, on peut tout de suite aller avec Ariane Savoie du Festival Fry. Ariane Savoie que j'ai rencontrée déjà à Montréal dans le cadre de ces activités autour du laboratoire de NT2, donc pour nouvelles technologies, nouvelles textualités à Montréal, rattaché à l'Université du Québec à Montréal. Alors, on a eu plusieurs échanges avec ce laboratoire. Alors, à vous la parole, Ariane Savoie. Oui, bonjour et merci. J'ai pas de présentation en tant que telle. Je vais essayer de vous montrer un exemple de site si le temps le permet. En gros, c'est ça, comme Michel le mentionnait, j'ai un profil qui vient de l'université, en fait, qui a toujours été un peu entre l'académie puis la production. Donc, je travaille à la fois en production cinéma-télé et je faisais des études, en fait, en littérature. Et puis, j'ai été, disons, happée par la littérature électronique lors de ma maîtrise principalement et j'ai poursuivi lors des études supérieures aussi dans cette veine-là. Ça m'a amené en fait à créer un réseau de partenaires international en me joignant à des organisations comme la Electronic Literature Organization et puis avec des projets belges en fait de recherche fédérée, mais tout ça basé à Montréal. Mais le truc, c'est que mon premier emploi, alors que j'avais 16 ans, tout frais, était à Moncton, où j'ai grandi, au Nouveau-Brunswick. Et puis, j'étais l'assistante, en fait, de production du Festival littéraire Fry, qui en était à l'époque à sa 2e édition. Et ça a été mon premier emploi rémunéré. Puis ça a un peu guidé tous mes choix de carrière par la suite. Et j'étais en Belgique à l'époque, quand le poste de direction générale du festival s'est ouvert. Et puis, on avait l'intention de revenir au Canada avec la famille. Et j'ai sauté sur l'occasion et puis je suis revenue en fait à la direction générale dans ma ville natale à Moncton où est-ce que j'ai un peu apporté tout mon réseau, toute mon expérience au profit de la diffusion des arts littéraires à l'intérieur du Festival Fry.
Donc, le Festival Fry existe depuis maintenant plus de 25 ans. On va être à notre 27e édition en avril. Et le festival a été pensé comme un lieu de rassemblement ou un lieu de rencontre pour la dualité linguistique, entre autres culturelle au Nouveau-Brunswick. Donc, pensé à la base aussi comme un festival littéraire bilingue qui allait présenter à la fois des conversations avec des auteurs anglophones et francophones du Canada et de l'international. Et puis, on voyait vraiment le festival comme un lieu de rencontre, en fait, de cette dualité-là. Donc, une perspective particulière également par rapport à la traduction. Donc, laisser les langues vivre l'une à côté de l'autre et le langage littéraire permettait justement cette juxtaposition, puis cet un peu amalgame des langues sans que ça soit forcément toujours renvoyé à des efforts de traduction, ne serait-ce que pour la performance, en fait, qui n'a jamais été traduit, mais où est-ce qu'on sentait quelque chose d'autre, en fait, dans le sur scène qui se passait au niveau du langage littéraire qui est à l'extérieur, justement, du côté sémantique. Donc, le FAIR, c'est un peu toujours enligné comme ça, d'abord et avant tout comme diffuseur, et puis évidemment, le mandat a grossi. Au fil des ans, on s'est doté d'un volet communautaire où on entre dans les écoles, on essaye justement de travailler avec les enseignants pour intégrer le corpus à l'étude dans les salles de classe, infuser un peu de la littérature locale, travailler en fait les marqueurs d'identité également de la littérature francophone, oui, et anglophone en fait, mais du Nouveau-Brunswick, toujours à travers ce programme-là communautaire, entrer ou en fait rendre la littérature accessible dans des lieux où elle ne l'est pas forcément. Et on a évidemment notre vitrine publique depuis 27 ans, qui est le festival, qui rassemble chaque année, en fait, une cinquantaine d'auteuristes d'un peu partout au Canada et supporté par notre communauté littéraire locale également, où est-ce on essaie toujours de les mettre en valeur pour essayer justement de générer, en fait, des projets de recherche fédérés et de faire rayonner notre littérature, notre culture à travers, en fait, ces voix portées qui retourneront éventuellement dans le reste du Canada. Récemment également, à cause de mon background puis de mon cheminement particulier, on a intégré un volet numérique au Festival Fry, où en fait, on se disait que notre mandat de diffusion pouvait s'étendre sur le plan numérique, que ce soit par la production d'œuvres, l'initiation aussi aux formes d'écriture numérique. Et tout ça a été supporté par une première rencontre, en fait, qui avait été lancée par la FCCF avec Sven, où en fait on essayait d'obtenir un Wikiton à Moncton. J'y étais. Ça faisait pas très longtemps que j'étais en poste au festival à l'époque. Et en fait, on a constaté, rendu à cette rencontre-là, que le niveau de littératie numérique, en fait, des organismes culturels pouvait être grandement amélioré. Et puis moi, ça m'a fait un peu OK, il y a quelque chose à travailler là parce qu'on a les compétences, on a les artistes à présenter, on a les moyens de diffusion, puis il reste juste un petit peu ce pas-là à faire pour que les organismes se dotent aussi d'outils de diffusion numérique pour représenter en fait leur propre production ou en fait supporter les communautés locales vers un rayonnement professionnel, disons, canadien, ne serait-ce que canadien. Entre-temps aussi, on a eu la première édition du festival, puis j'ai constaté, rendu là, que peu importe les auteurs primés qu'on pouvait avoir au festival, les actualités littéraires ne se rendaient pas forcément jusqu'à nous. La situation, en fait, des médias culturels, ici, ils essayent tant bien que mal de couvrir, en fait, les actualités, mais ils se rendent pas forcément à couvrir l'ensemble d'un contenu parce que, en fait, les médias anglophones sont principalement basés à Saint-Jean et Fredericton. Très peu de journalistes culturels aussi disponibles pour couvrir, en fait, l'entièreté des productions. Et également, en fait, du côté francophone, très peu de journalistes qui sont disponibles et qui peuvent travailler activement, en fait, à cette diffusion-là. Donc, on a dit, pour pallier au manque, on va créer un outil ou une plateforme de diffusion de contenu numérique. Au début, on s'enlignait vers quelque chose, en fait, avec une forme très modulable, avec des contenus très modulables. On avait beaucoup de discussions à savoir comment on allait appeler cette plateforme de diffusion de contenu, qu'est-ce qu'on allait diffuser. Et l'essentiel, en fait, était de porter des discours sur les productions littéraires de l'Atlantique. Et puis, en fait, on a toujours eu cette idée-là en tête, en fait, de produire des discours sur, créer des liens avec les universités pour avoir des références de sources tertiaires, pour encourager les gens ou en fait que notre communauté ait des sources de références, en fait, numériques citables dans Wikipédia. Donc, on imaginait, en fait, cette plateforme-là un peu avec de multiples facettes, à la fois, en fait, diffuseur des actualités
ou diffuseurs de littérature contemporaine ou des pratiques d'écriture contemporaine, et puis également, en fait, pouvant faire l'archive d'événements passés ou d'événements éphémères. Donc, en fait, on s'est lancé dans un titre bilingue du fait de notre mandat, en fait, et on a créé Discourse/E pour l'électronique. On se trouvait vraiment bon. C'est avec Benoît Bordelot. Je pense que l'ensemble de la communauté ici connaît Benoît. On s'était rencontrés au Théâtre Sainte-Catherine. C'est Benoît qui était arrivé avec Discourse. J'étais comme, ouais, c'est malade, /E. Fait qu'on y était. Et puis, on a propulsé, en fait, la plateforme comme un catalogue, en fait, des littératures et cultures de l'Atlantique. Ce qui nous a permis, je vois que le temps passe, là, ce qui nous a permis, en fait, de réorienter notre campagne de communication, de générer, en fait, des cachets aussi pour les auteuristes de notre Pléiade, mais également, en fait, de notre communauté pour écrire des articles, des commentaires, créer des œuvres, etc., sur leurs contemporains, sur les activités du festival, puis ainsi, en fait, accueillir le double mandat sur Discours. Donc, cette plateforme est en ligne officiellement depuis mars, fonctionne super bien, mais est en travail, ça fait 2 ans. Puis on rassemble aujourd'hui, en fait, sur Discours, une centaine de contenus, puis on revisite, en fait, toujours les formats de présentation du catalogue en définissant des catégories, etc. Puis là, on est dans l'élaboration des taxonomies et puis la géolocalisation, en fait, des données sur Wikipédia pour centrer, en fait, sur notre région de l'Atlantique. Puis là, j'ai pas le temps de le montrer, je le savais. Mais on vous invite, merci Ariane Savoie, on vous invite à aller consulter justement Discourse. C'est une plateforme en fait cumulative. En fait, le contenu va continuer à croître au fil des ans. Et c'est vraiment un site structuré pour donner accès à une multitude de contenus en respectant tous les standards de découvrabilité et de classification des productions. Alors, c'est quelque chose qui va grandir dans le temps. Et alors, merci. Est-ce que Bertrand Naillet est arrivé? Non. Bon, alors, j'inviterai Sassan Borges d'Amoura du Centre d'artistes Le Labo à Toronto Est-ce que vous m'entendez? pour une présentation. Est-ce qu'on m'entend? Euh, on vous entend, mais pas Ça, très c'est fort. pas... Ouais, ça, c'est bon. Je ne vais pas pouvoir faire mieux. J'espère que ça Ah, ira. ça va mieux, oui. Ouais, ça va mieux? Ok, parfait. Du coup, oui, je m'appelle Sassan Borges d'Amoura. Je travaille au labo depuis juin dernier et avec Diana Ouvrard, la directrice, puis le reste de l'équipe. Et je vous présente un peu le labo rapidement et puis vous parler aussi de notre projet de bibliothèque qu'on est en train de construire qui va être launch incessamment sous peu, je pense cette semaine. Pour être très bref, le labo, c'est un centre d'artistes autogéré francophone orienté vers la production d'art médiatique et nouveaux médias à Toronto et c'est le seul. Le centre est né en 2006, donc on entre dans la 20e année l'année prochaine. C'est un lieu d'expérimentation. On offre à nos membres, on a à peu près 80-90 membres, on offre à nos membres un espace de création et des outils en fait, pour pousser leurs idées. Le labo soutient à la fois les artistes professionnels et les artistes émergents et on valorise vraiment l'expérimentation. Je pense que c'est vraiment le cœur du labo et c'est ce qu'on a à cœur de promouvoir. On a mis en place par exemple des résidences où les artistes viennent une dizaine de jours sans pression de résultats à la fin de la résidence. C'est vraiment le processus créatif qui importe et qui est valorisé. Et puis le labo, c'est aussi un espace qui permet de créer du lien entre les communautés francophones, francophiles et le grand public à Toronto et en Ontario plus généralement. Et le thème de la nouvelle saison artistique au labo, c'est le micro, le petit, l'échelle, une petite échelle, le DIY, c'est du coup créer du lien et des discussions avec les membres, avec la communauté. Et c'est aussi la création du coup de cette bibliothèque qu'on a appelée Quartier Libre, cette micro-bibliothèque. C'est une bibliothèque physique qui est conçue de manière éco-responsable, sur mesure, qui est pensée dans l'espace du labo qui est assez petit aussi. C'est un lieu de lecture, de recherche et d'inspiration. On a un système d'emprunt qui va jusqu'à 2 mois, une rubrique en ligne et puis un compte Instagram dédié. C'est une bibliothèque modulable et on veut vraiment créer une extension numérique en fait, sur le site web et puis via Instagram. Et on aimerait collecter des PDF, numériser certains ouvrages pour les rendre disponibles à la communauté. La bibliothèque, elle est à la fois pour les artistes membres du labo, elle est aussi pour les curieux qui viennent visiter le studio.
C'est un espace pour nourrir les projets, un espace d'idéation, de recherche pour le commissariat, l'écriture. C'est aussi ouais, du coup pour le grand public et puis c'est aussi pour la communauté artistique torontoise francophone et francophile. On essaye de sourcer les livres de manière éco-responsable, donc majoritairement en seconde main. On a des catalogues, des publications, des livres d'art, des photobooks, des ressources techniques. Et puis, on veut aussi créer des veillées saisonnières avec des sélections thématiques selon le calendrier annuel et puis notre calendrier à nous, Black History Month, Pride Month, les journées autochtones, le solstice et le Festival de la ville, qui peuvent, ces veillées, du coup, donneraient lieu à des événements ponctuels et des collaborations avec les partenaires artistiques dans le studio labo. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup. Moi, j'ai jamais. J'ai toujours été curieux par les activités du labo à Toronto. Aussi parce que c'est quelqu'un ben, qui affirme une présence en création, en production médiatique, aussi en lien avec les arts visuels et la littérature. Et comme on souhaite nous susciter des collaborations, ben, on aimerait beaucoup qu'il y ait un projet qui puisse être appuyé en collaboration avec le labo. Alors, ben, merci beaucoup pour cette présentation. Merci. J'inviterai Véronique Paradis de la Société des arts technologiques, euh, la Société des arts technologiques est un partenaire particulier, en fait, qui a mis en place un système de téléprésence et ben, on aimerait ça qu'elle nous en glisse un mot. On a réservé en fait une période complète de 2 heures pour aller pour fouiller plus largement le sujet. Est-ce que, Véronique, vous êtes Bonjour. présente? Oui. Oui, je suis là. Bonjour. Merci beaucoup, Michel, pour l'invitation. Et ben, félicitations à Topo et à la FCCF pour cette initiative. C'est vraiment très inspirant. On est ravis d'être partenaire de l'initiative. Je vais vous présenter la SAT dans son ensemble. Pourriez-vous glisser un mot sur la solution de téléprésence scénique là, qu'on a déployée un peu à travers la francophonie canadienne et qui tarde encore à rejoindre certaines communautés pour faciliter les échanges culturels. Mais je vais partager mon écran. Vous m'entendez bien? Ça va? C'est parfait. OK. Bon, excusez-moi. Est-ce que vous voyez en mode plein écran? Oui. OK. Donc, la Société des arts technologiques, plus communément connue sous le nom de la SAT, on va fêter les 30 ans cette année. Donc, c'est vraiment une institution qui est située au cœur du quartier des spectacles à Montréal et qui est dédiée à la culture numérique. Donc, la SAT se veut vraiment un lieu de convergence, un espèce de middle ground qui met en relation les artistes, les chercheurs avec les acteurs de la société civile plus largement pour faire émerger des nouvelles pratiques, des collaborations inédites. Puis, on vise vraiment à explorer la technologie de façon créative pour qu'elle nous rassemble. On est convaincu que les expériences immersives sont beaucoup plus riches quand elles sont vécues de façon collective. Donc, on travaille vraiment à développer des outils qui permettent d'imaginer des nouvelles formes d'expériences collectives. Et donc, ben, je vais vous donner peut-être plus en détail. La SAT, c'est un building de 4 étages. On est propriétaire de notre édifice depuis 2003. Et là-dedans, ben, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Évidemment, on a un centre de création, un département de formation continue, une équipe d'innovation qui fait de la R&D,
On a un projet qui est encore en élaboration, mais pour devenir un centre de dépôt volontaire pour l'archivage des arts numériques et un laboratoire vivant. On a évidemment la Satosphère, qui est un théâtre immersif, un dôme, un peu comme un planétarium, mais c'est vraiment dédié aux arts numériques. C'était le premier dôme dédié aux arts numériques au monde. On a un restaurant qui fait aussi traiteur et on développe des expériences de gastronomie immersive avec des performeurs, puis des expérimentations avec des chefs, puis des sommeliers. L'espace SAT, qui est un espace polyvalent de diffusion. On a un café qui est ouvert au public le jour. C'est le seul espace qui est ouvert au public le jour. Puis, on partage aussi nos bureaux avec des partenaires comme Mutech. Mutech qui est maintenant un partenaire stratégique de la SAT. On mutualise certaines ressources humaines, entre autres. Hublot, mais maintenant aussi, il y a XN Québec qui vient d'emménager dans nos locaux. Donc, c'est l'association des producteurs d'expériences immersives. La Satosphère, c'est comme ça qu'on appelle notre théâtre immersif, existe à la SAT depuis, il est situé sur le toit de la SAT depuis environ 2011-2012. En opération, évidemment. Puis donc, c'est un endroit où on peut avoir des performances. Les sièges ne sont pas vissés au plancher, donc c'est très, très polyvalent. On peut avoir des performances de cirque, de la musique live. On peut avoir aussi en mode contemplatif, si on veut, des films. Donc, c'est 8 projecteurs laser, un système sonore de son spatialisé de 93,5 canaux. Et c'est souvent ici qu'on va accueillir des artistes en résidence, par exemple, dans notre programme de résidence. Justement, parlant de création, donc à chaque année, on reçoit une vingtaine de résidences d'artistes. On fait un appel à projet plutôt aux 2 ans maintenant parce qu'on on prend vraiment le temps d'accompagner les projets, que ce soit plus expérimental ou pré-production. On va leur fournir l'espace d'expérimentation, le soutien, la formation, puis l'accès à notre infrastructure. On travaille aussi sur des modèles de résidence croisée avec des partenaires. Par exemple, on a un partenaire en Corée du Sud qui est le Asian Art Center, donc où on fait des programmes de résidence croisée. On a aussi un partenaire stratégique à Taipei, qui est le C-Lab, où on organise aussi ce même genre de dispositif. Puis on a un réseau, en fait, on fait partie du réseau Full Dome aussi, donc on fait tourner plusieurs sorties de résidence ou même des productions qui seraient développées à la SAT. La SAT est reconnue comme un centre de recherche publique. Donc, notre mission, c'est vraiment d'accompagner l'expérimentation en créativité numérique durable. C'est-à-dire que c'est des services qu'on offre à l'écosystème, que ce soit du service conseil, du prototypage, l'accompagnement en R&D. Ça peut être aussi un accès à notre infrastructure technologique. Donc, on offre toute une panoplie de services qui permettent aux entreprises puis aux créateurs de mener leurs projets de développement dans un contexte gagnant. On a une vingtaine d'années d'expérience en R&D. On travaille beaucoup en open source, donc tout ce qui est développé à la SAT est disponible comme un technologique et créatif. On a une équipe une vingtaine de personnes multidisciplinaires qui travaillent à temps plein sur le développement d'outils de création d'expériences collectives. Et nos axes de recherche principaux, c'est l'immersion multisensorielle, donc autant sonore, visuel que
haptique. La co-création et l'intelligence artificielle, ben, là-dedans, ça rentre aussi la téléprésence, donc ce que Michel mentionnait tout à l'heure, un système qui permet de connecter des lieux entre eux en temps réel et qui permet jusqu'à présent, les expérimentations qu'on a faites, c'est beaucoup dans les arts de la scène, qui permettent aux acteurs ou aux performeurs de partager une scène à distance, de partager des publics. Donc, les publics vont vivre des expériences similaires en simultané, mais d'un point de vue différent. Et c'est toute une pratique, une nouvelle pratique de scénographie qu'on a développée, donc la scénographie en téléprésence qui permet le contact des yeux, la représentation à échelle humaine, la spatialisation sonore aussi, puis vraiment le sentiment d'immersion quand on est connecté à un autre lieu. Donc, sortir un peu de la vignette de Zoom pour se sentir plus engagé naturellement. L'IA est vraiment transversale, en fait, dans nos travaux. On l'intègre autant pour améliorer nos processus que pour aider les artistes, par exemple, à développer eux-mêmes leur propre modèle pour qu'ils aient le contrôle sur leurs données. Puis l'interaction collective, c'est surtout des solutions pour faire la détection de pause d'action pour l'interaction. Notre laboratoire vivant en immersion a été relancé cette année. Donc, on veut accompagner des innovateurs sociaux, des projets à impact pour les aider à utiliser l'immersion dans leurs solutions qu'ils développent. Donc, on aborde des problématiques plutôt sociales et systémiques. Puis, on prototype des solutions à l'aide de différentes solutions d'immersion. Le département de formation offre de la formation continue aux professionnels de la créativité numérique. On donne à peu près une dizaine de cours par session. On fait aussi des visites scolaires. Donc, c'est 7000 étudiants environ qui sont formés par des étudiants du primaire secondaire par année qui viennent soit à la SAT ou on va chez eux pour faire des ateliers de développement des compétences numériques. La programmation, c'est un volet fort à la SAT, donc c'est tout le volet de diffusion de la culture numérique. On programme plus de 300 événements par année. Entre autres, ça peut être de la musique électronique, ça peut être aussi, bon, évidemment, des films, mais ça peut être des arts de performance comme de la danse. Puis, c'est plus de 110 000 personnes qui passent à la SAT par année, plus de 800 artistes aussi qui sont mis à l'avant. Donc, on est vraiment un tremplin pour la relève, une vitrine pour les arts émergents. Et on souhaite vraiment que la SAT permette cette vitrine-là pour les nouvelles formes d'expression artistique. Et notre équipe permanente est composée d'environ 65 personnes, 70 dépendamment. Et avec les occasionnels, on monte plutôt à 120, 130. Donc, on s'en vient quand même de bonne taille. Mais ce sont tous des gens très, très passionnés. Et on souhaite que tout le monde vienne revisiter la SAT si ça fait longtemps que vous êtes venus. Vous êtes toujours les bienvenus. Je vous passe la parole. Merci beaucoup, Véronique. Évidemment, oui, là, on s'estime à Montréal très chanceux d'avoir accès à un centre semblable. C'est une place à la fois pour des événements professionnels, puis c'est aussi une grosse place à party. C'est à la fois des espaces professionnels et des espaces festifs. Et c'est en même temps un laboratoire de recherche et c'est en même temps à la fois mystérieux, tout ce qui peut se développer parce qu'on s'en rend plus, on sait sans toutefois toujours s'en rendre compte. C'est un peu comme un laboratoire universitaire qui développe des activités puis qui sont souvent difficilement accessibles
aux gens qui ne sont pas de l'université. Mais là, la SAT est quand même un lieu public qui mène plusieurs activités pour faire connaître les technologies qui y sont développées et tout en proposant des activités culturelles originales. Alors, Absolument. j'aimerais ça maintenant inviter la parole inviter Sébastien Laure est mort, qui est l'animateur d'un site particulier euh, qui est le site Ancrage et qui vise la promotion de la littérature et des auteurs canadiens-français. Oui, merci Michel. Je suis ravi d'être ici. Donc, je suis coordonnateur de la revue littéraire Ancrage. Son vrai nom, c'est la Revue acadienne de création littéraire. Moi, je suis basé à Moncton, au Nouveau-Brunswick. La revue, elle, est numérique, donc dématérialisée depuis une dizaine d'années, depuis un peu plus que 10 ans et, mais existe depuis 2004, décembre 2004, donc à la toute fin de l'année. Le premier numéro est sorti en 2005. Les trois premiers numéros étaient papier, revue plutôt classique qui en fait remplaçait, qui venait répondre à un besoin en Acadie pour une revue de création littéraire, plus qu'une l'institution qui existait auparavant. La revue Éloise avait fermé ses portes quelques mois auparavant. C'est des gens passionnés par la littérature qui voulaient se doter là, d'une nouvelle structure. La structure a été appelée à évoluer, donc on a commencé par des numéros papier, comme je disais, c'est très complexe à gérer, puis tout ça, mais les technologies aussi n'étaient pas tout à fait là en 2005-2006. C'est vraiment au tournant de 2009-2010 que là, des nouvelles cohortes de passionnés de littérature vont reprendre la revue autour des événements. Donc, le côté événementiel va être vraiment au cœur de la mission d'ancrage, ce qui va mener graduellement à explorer le web comme plateforme de diffusion des événements. Donc, le dernier numéro imprimé date de 2012. Puis ensuite, on parle dès l'année suivante, là, la création du site web 2014-2015. Et là, on a vraiment embrassé le numérique comme mode de diffusion, mais aussi de création. Donc, on demande, par exemple, à toutes les personnes qui écrivent, qui sont sélectionnées pour nos 4 numéros annuels, de fournir aussi un enregistrement vocal afin disons, de favoriser l'accessibilité de leurs textes. On a aussi tout un volet expérientiel, j'allais dire, tout un volet d'événements qui est diffusé là, à travers la vidéo, le son, la photo. Donc, on essaye vraiment d'être multidisciplinaire, puis de présenter là, une création moderne, une vision très moderne de l'Acadie. Donc, si on peut disons, se définir d'un point de vue littéraire, on se situerait vraiment dans la lignée de l'Oulipo en France, l'ouvroir de littérature potentielle. Donc, on donne des contraintes. L'idée, c'est d'avoir des contraintes d'écriture, puis d'explorer là, où ça nous mène. Le comité de rédaction, en ce sens-là, est au cœur de la mission d'ancrage. D'ailleurs, le président, c'est Paul Bossé, qui est ici avec nous. Le comité de rédaction dirige les numéros individuellement ou en équipe, définit la programmation, puis sélectionne évidemment les textes qui vont être publiés. On a un partenariat depuis plusieurs années, depuis 2017, je crois, avec la Maison de la littérature à Québec et le Festival acadien de poésie de Caraquette pour des résidences croisées Acadie-Québec. C'est toujours un numéro qui est très recherché, qui est très multidisciplinaire et fascinant. Donc là, le prochain va paraître, prochaine sortie de résidence de ce partenariat-là va sortir plutôt au printemps prochain. Mais le prochain numéro qui va sortir dans les prochaines semaines, c'est un numéro consacré à la nouvelle littéraire qui va s'appeler Motel 666. Donc,
que chaque texte va représenter une chambre d'un motel un peu inquiétant. Ça va être très dans la vibe Halloween. Donc, voilà. Puis nous, Ancrage, ben, on est ouvert à toute la francophonie canadienne et mondiale. Donc, c'est pas parce qu'on est en Acadie qu'on publie nécessairement des textes acadiens. On a un rôle quand même d'incubateur, disons, de laboratoire, puis on essaye de stimuler l'émulation littéraire en Acadie. On crée, par exemple, des soirées micro ouverts à chaque mois dans un bar ici à Moncton. On a aussi des ateliers de création qui s'appellent De la plume au micro. Donc, c'est en partenariat avec des événements littéraires comme le Salon du livre d'Edmundston, dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, le Festival acadien de poésie à Caraquet, dans le nord-est, puis avec le Festival de slam poésie en Acadie, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Donc, on essaie de couvrir toutes les régions francophones de la province. Mais on est aussi présent au Salon du livre de Montréal, au Salon du livre de l'Outaouais, puis à différents événements là, dans la francophonie canadienne. On est membre du regroupement des éditeurs franco-canadiens, comme le disait Noureddine. C'est vraiment un peu, comment dire, nous, notre revue est gratuite, donc on n'a rien à vendre. On bénéficie de participer à ces activités-là, mais on se sent très libre de ne pas dépendre de la vente, puis de tout ce qui est impression, puis distribution. J'ai beaucoup d'empathie pour mes collègues des revues littéraires imprimées présentement qui vivent avec la grève de Post Canada. Donc, voilà, c'était mon petit aparté politique. Écoutez, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? La revue est en bonne santé, mais on espère croître encore davantage puis multiplier la présence de la revue dans différents événements. Puis, on est extrêmement heureux de pouvoir être partenaire médiatique, entre autres avec Topo, avec Lilinou. Puis, je vous invite à aller voir notre site web, donc ancrage.ca, tout simplement. Je vais mettre ça dans le petit, dans le chat. Un gros merci. Merci beaucoup, Sébastien Lard. Aymar. En fait, c'est intéressant cette mention de l'Oulipo qui établit un pont assez fort avec la prochaine partie de la présentation. J'aimerais juste vérifier, est-ce que Bertrand Naillet est ici présent? Non, non, pas de Bertrand Naillet. Donc, on va essayer de se reprendre avec lui lorsqu'on aura un webinaire avec Rob Malo, qui est un auteur multimédia du Manitoba.